Donc une présentation concernant la campagne chute à la mer qu'on a déployée cette année. De façon plus large, donc la prévention de la chute à la mer et de ses conséquences. En préambule, de quoi parle-t-on? Un élément statistique assez éloquent. Donc d'après nos chiffres, QCATM et d'autres sources de données par ailleurs, on a recensé en France, entre 2010 et 2017, 83 décès de marins professionnels. Et sur ces 83 décès de marins professionnels, eh bien, il y en a 29 qui sont imputables à une chute à la mer. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce graphique-là, la chute à la mer constitue la principale cause de décès chez les marins professionnels, quel que soit le secteur maritime concerné. Et cela devant les événements de navire. Donc je le rappelle, Cédric l'a évoqué tout à l'heure, mais l'événement de navire constitue des événements de type naufrage, collision, incendie. Donc devant les événements de navire, devant les pathologies, les autres accidents du travail maritime, pardon, devant les pathologies chirurgico-médicales, un infarctus par exemple, et ainsi que les accidents de trajet. Donc la chute à la mer, première cause d'accident chez les cause de décès chez les marins professionnels. Si on essaye de voir de façon sectorielle comment quelles sont les typologies ou les circonstances types des décès, alors on s'aperçoit que la pêche maritime paye le plus lourd tribut dans ce contexte-là, parce que sur les 29 marins décédés, 23 proviennent des pêches maritimes. Donc ce qui est très élevé et ce qui montre qu'il y a beaucoup de travail à faire en termes de prévention, surtout sur les pêches maritimes. En termes de circonstances d'accident ou de typologie de décès, ce que l'on peut dire d'après les chiffres que l'on a, c'est que les décès suite à des chutes à la mer proviennent plutôt sur des navires armés à la petite pêche, donc des navires qui font moins de 12 mètres, et lors des phases d'activité soit liées à l'embarquement ou le débarquement des marins, soit liées au filage de l'engin de pêche. Et le métier qui génère le plus de décès liés à la chute à la mer, c'est le casier ou la nasse, casier-nasse, donc des arts dormants, donc c'est très corrélé au filage de l'engin de pêche et aussi à la drague. Donc c'est deux métiers qui sont les plus accidentogènes. Là-dessus, les données sont assez précises. Pour le commerce, c'est plutôt vague parce que l'échantillon est plus petit et les données sont un peu moins évidentes. Mais au commerce, c'est les activités portuaires qui semblent être les plus accidentogènes, et pour des occupations liées à l'embarquement ou le débarquement du marin, encore une fois, et sur des phases d'accostage, appareillage. Enfin, au niveau des cultures marines, là c'est pareil, les données sont manquantes pour avoir une vision plus précise des circonstances de décès. La seule chose qu'on peut dire, c'est que les décès surviennent plutôt lorsque le navire est en route et pour le métier de l'ostréiculture. Tout ça nous amène à un constat qui est évident, c'est que la chute à la mer est une forte priorité de prévention dans le secteur maritime. Donc c'est la raison pour laquelle l'IMP a lancé, avec le soutien de l'ENIM, une campagne nationale de prévention de la chute à la mer pour les marins professionnels. Intitulée En mer, la chute ne prévient pas. Cette campagne a deux objectifs. Le premier est de sensibiliser, d'alerter toute la profession, quel que soit le secteur, sur cette problématique de chute à la mer, sur l'importance des décès, notamment consécutifs aux chutes à la mer, et dans un second temps, d'apporter des réponses concrètes. Et à l'IMP, la réponse que nous formulons pour prévenir efficacement du risque de chute à la mer, eh bien, on le décline en 3 étapes. La première étape de la démarche de prévention que nous préconisons
simplement celui d'éviter l'accident. Donc ça, on se conforme, je dirais, aux principes généraux de prévention et au premier principe généraux de prévention qui dit que dans tous les cas, on va essayer d'éviter le risque. Donc, dans un premier temps, tenter d'éviter l'accident. Il est possible que dans un certain nombre de cas, on n'y arrive pas à 100% et qu'une chute à la mer, malgré tout, peut survenir. Dans ces cas-là, il faudra flotter en sécurité. Et notamment, cela passera par le port d'un équipement de protection individuelle contre le risque de noyade. Une parenthèse à ce sujet, il faut le réaffirmer, hein, les EPI contre le risque de noyade sauvent des vies, très clairement. Sur les 29 décès de marins professionnels qu'on a recensés, 23 n'avaient pas d'EPI. Troisième étape, on flotte en sécurité. Maintenant, il faut pouvoir localiser l'homme à la mer, quelles que soient les conditions. La question ici des dispositifs individuels de localisation et des accessoires de repérage. Dernière étape de la démarche de prévention, la question de la récupération de l'homme à la mer. A-t-on mis des procédures à bord en place? Avons-nous le matériel adapté pour faire face à toutes les situations? Il faut qu'on puisse garantir, quelles que soient les conditions de mer et les conditions de la victime, une remontée à bord de l'homme à la mer. Donc je ne suis pas rentré volontairement dans le détail de toutes ces étapes-là, tout simplement parce que on va vous projeter les vidéos qu'on a produites à cet effet. Donc une petite projection d'une durée d'un quart d'heure qui va vous permettre de rentrer dans le détail de tout ce que nous préconisons pour chacune des 4 étapes. Je reprends la parole après pour vous décrire le dispositif de communication qu'on a mis en place sur ce thème. La prévention de la chute à la mer pour les marins professionnels est une démarche globale qui comprend 4 étapes successives. 1. Éviter l'accident. 2. Flotter en sécurité. 3. Localiser l'homme à la mer. Et enfin 4. Récupérer l'homme à la mer. Intéressons-nous à la première étape, éviter l'accident. Chercher à éviter un accident est un principe fondamental de la prévention des risques professionnels, quel que soit le risque. Pour l'appliquer au cas de la chute à la mer, il faut tout d'abord identifier les facteurs qui, dans des situations de travail, augmentent les risques de chute à la mer. Nous en avons identifié 4. Analysons ces facteurs de risque et voyons quelles sont les mesures de prévention que vous pouvez mettre en place pour les réduire. Le premier facteur de risque concerne le travail à proximité d'un pavois trop bas. On le constate principalement sur les petits navires où souvent le pavois ne dépasse pas 75 cm, voire 60 cm sur certains navires âgés. Ces hauteurs sont conformes à la réglementation concernant la sécurité des navires, mais sont insuffisantes pour vous garantir d'être maintenu à bord. En cas de déséquilibre, cela ne vous empêchera pas de basculer par-dessus bord. Ce facteur de risque est encore plus évident dans les situations de travail où il n'existe pas de protection périphérique. Quelle que soit la catégorie de navire, il faut pouvoir bénéficier d'une protection contre la chute à la mer d'au moins 1 mètre de haut. La protection peut être constituée d'un pavois, de bataillol ou d'une combinaison des deux. Elle est de préférence fixe, mais peut également être amovible ou articulée pour tenir compte de certaines situations de travail, comme l'embarquement et le débarquement de matériel ou les déplacements des marins entre le navire et le quai. Le second facteur de risque concerne le travail en surélévation. 2 cas de figure peuvent se présenter. Tout d'abord, vous pouvez être contraint de monter sur du matériel qui encombre les espaces de travail et des circulations le long du bord, ce qui réduit d'autant la protection normalement assurée par le pavois ou la bataillole. Ensuite, si la tâche à exécuter est hors d'atteinte, vous ne pouvez pas forcément conserver les pieds à plat pont. Il n'existe pas de solution unique pour garder les pieds à plat pont en toutes circonstances. Chaque situation nécessite une adaptation particulière. À bord de ce chalutier, par exemple, des rallonges ont été ajoutées sur le gréement pour faciliter le maillage et le démaillage des bras du chalut. Ces dispositifs simples réduisent ou suppriment la nécessité de prendre appui sur un marchepied pendant ces opérations. Le troisième facteur de risque est le travail penché par-dessus bord. Il s'agit souvent d'une tâche hors d'atteinte qui peut vous obliger à engager une partie de votre corps à l'extérieur du navire et donc vous exposer à une chute à la mer. Pour réduire ce facteur de risque, il faut se maintenir à l'intérieur du navire.
Encore une fois, il n'existe pas de solution universelle. Cependant, prenons un exemple dans le secteur de la pêche où des vires quasi automatiques sont installés sur de nombreux caseilleurs. Ces dispositifs suppriment le travail penché par-dessus bord et réduisent ainsi le risque de chute à la mer. Quatrième et dernier facteur de risque que nous avons identifié, le risque d'être entraîné par-dessus bord. Cela concerne les navires de pêche qui pratiquent le casier, la nasse ou le filet. Dans ces métiers, les marins peuvent être accrochés par l'engin de pêche pendant le filage et entraînés par-dessus bord, soit à cause d'une intervention volontaire sur l'engin de pêche, soit à cause d'une proximité directe entre le marin et l'engin de pêche. Ici, il est crucial de supprimer les interactions entre le marin et l'engin de pêche au moment du filage. Cela peut se traduire par la mise en place de parcs à filets à bord des fileyeurs ou par l'installation de planches de parc sur les caseilleurs. Ensuite, il faut proscrire les interventions directes sur les engins de pêche au filage, comme sur les caseilleurs à filage automatique. Comme vous pouvez le voir, la mise en place de mesures de protection collective permet de réduire considérablement le risque de chute à la mer. Mais parfois, cela ne suffit pas et le risque subsiste. Dans ce cas, il faut mettre à disposition des marins exposés un équipement de protection individuelle d'anti-chute composé d'un harnais et d'une longe de sécurité. Pour découvrir les différentes solutions existantes, rendez-vous sur notre site internet institutmaritimedeprevention.fr. Intéressons-nous à la seconde étape, flotter en sécurité. Nous allons ici vous présenter les équipements de protection individuelle, les EPI, contre le risque de noyade. Encadrés au niveau réglementaire et normatif, ils sont destinés à assurer votre flottabilité en toutes circonstances. Mais pour être efficaces, ils doivent être adaptés à votre travail, régulièrement vérifiés, et vous devez être formé à leur utilisation. Qu'est-ce qu'un EPI contre le risque de noyade? C'est un équipement destiné à être porté par un marin exposé à un risque de chute à la mer et de noyade. Cet équipement doit pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface un homme à la mer épuisé ou sans connaissance. Sans porter atteinte à sa santé, il doit le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l'attente des secours. Concrètement, il s'agit de gilets autogonflants disponibles dans les magasins spécialisés. Attention, si vous portez actuellement un boléro, une cotte flottante ou plus largement une aide à la flottabilité, sachez qu'ils ne sont plus considérés comme des EPI contre le risque de noyade à compter du 1er janvier 2020. À cette date, vous devez porter un équipement conforme aux normes en vigueur, comme le gilet autogonflant. La réglementation impose des règles strictes sur l'utilisation des EPI contre le risque de noyade. Pour rappel, le port de cet équipement est obligatoire depuis 2007 pour les gens de mer en cas d'exposition au risque de chute à la mer, notamment lors des opérations de pêche, en cas de travail de nuit, en l'absence de visibilité ou en cas de météo défavorable. Le port de cet équipement est également obligatoire lors des trajets en annexe et en toutes circonstances le justifiant. Si vous êtes employeur, vous avez plusieurs obligations. Tout d'abord, vous devez mettre à disposition gratuitement un EPI à vos marins, adapté à leur travail et à usage personnel. Vous devez ensuite les former et les informer sur les conditions d'utilisation et l'entretien de leurs équipements. De leur côté, vos marins sont tenus d'observer ces prescriptions. Enfin, vous devez faire vérifier leurs équipements au moins une fois par an par un prestataire agréé ou par un membre du personnel dûment formé. Attention, l'absence de mise à disposition d'EPI contre le risque de noyade pour vos marins vous expose à une contravention de 1 500 €. Le non-port de cet EPI dans les situations prévues expose également chaque marin à une contravention de 1 500 €. Dans le cas d'un décès consécutif à une chute à la mer, votre responsabilité civile et pénale peut être engagée au titre de la faute inexcusable pour manquement à vos obligations de sécurité. Les EPI contre le risque de noyade, comment ça marche? Le plus souvent, ils sont composés d'une chambre gonflable reliée d'un côté à une cartouche de gaz par l'intermédiaire d'un dispositif de percussion et de l'autre d'un embout buccal en plastique. L'ensemble est replié dans une enveloppe extérieure et fermé à l'aide d'une boucle ventrale. En cas de chute à la mer, le percuteur se déclenche automatiquement au contact de l'eau et la chambre se gonfle immédiatement, assurant le retournement de la victime sur le dos, même inconsciente. Le volume gonflé se répartit sur le devant du buste, sur les côtés et l'arrière de la tête, permettant de maintenir les voies respiratoires hors de l'eau. En cas de défaillance du percuteur automatique, l'équipement peut être gonflé par l'utilisateur avec l'embout buccal. Les EPI contre le risque de noyade sont répartis en 3 niveaux de performance: 100, 150 ou 275. Plus le niveau de performance est élevé,
plus le volume de la chambre gonflable est important. La capacité de retournement et la flottabilité augmentent également. Mais attention, un niveau de performance élevé implique aussi un équipement plus lourd. Un dernier conseil, contrôlez régulièrement votre matériel pour vous assurer de son bon fonctionnement. Et n'oubliez pas, faites-le vérifier une fois par an par une personne compétente. Intéressons-nous à la troisième étape, localiser l'homme à la mer. Nous allons ici vous présenter les dispositifs individuels qui permettent de localiser et de repérer un homme à la mer. Intégrés dans l'EPI contre le risque de noyade, ces dispositifs sont largement conseillés car ils multiplient considérablement vos chances de survie. Sachez qu'il existe deux grandes familles de balises individuelles, les PLB et les MOB. Explication. Une PLB est une balise portable autonome qui doit être activée manuellement par l'homme à la mer en cas de détresse. Dès son activation, elle émet un signal codé sur la fréquence 406 MHz. Le signal, reçu par les satellites COSPAS-SARSAT, est transmis au centre de contrôle de la mission de Toulouse, puis relayé au CROSS, qui assure la mise en œuvre et la coordination des opérations de secours. Attention, du fait de son déclenchement uniquement manuel, la PLB n'est pas efficace si l'homme à la mer est inconscient. Il existe deux sortes de PLB. D'une part, les PLB codés qui doivent être enregistrés sur le site de l'Agence nationale des fréquences afin d'obtenir un numéro MMSI. Ce numéro, unique, est transmis lors des communications de détresse et assure une identification rapide d'un navire ou d'un marin par les centres de secours. D'autre part, on trouve les PLB non codés par numéro MMSI qui doivent être enregistrés auprès du centre de contrôle de la mission de Toulouse sur un site internet dédié. Les informations enregistrées permettent d'identifier facilement le porteur de la balise en cas de détresse. Voyons maintenant les balises MOB. Contrairement aux PLB dont le signal de détresse doit être relayé à terre pour déclencher les secours, les balises MOB permettent d'alerter directement le navire duquel un marin est tombé. Le cas échéant, les navires à proximité qui disposent d'un équipement compatible peuvent également recevoir l'alerte. L'homme à la mer peut ainsi être secouru plus rapidement. Il existe deux catégories de balises MOB. La première fonctionne sur des fréquences VHF publiques en s'appuyant sur deux systèmes de communication, l'AIS et l'ASN. En cas de chute à la mer, la balise se déclenche automatiquement lorsqu'elle est intégrée dans un EPI contre le risque de noyade. Elle émet un signal d'alerte privé en ASN sur le canal 70 de la VHF, capté par le navire référent, et un signal de positionnement public en AIS. Si dans un délai de 10 minutes maximum, le navire référent n'acquitte pas l'alerte ASN, le signal devient alors public et peut alors être capté par les autres navires à portée équipés d'un récepteur ASN ainsi que par les CROSS et les sémaphores. La localisation de l'homme à la mer s'effectue quant à elle grâce à l'AIS dont le signal est reporté et visualisé par un logiciel de cartographie marine prenant en compte les alertes MOB. Attention, à compter du 1er janvier 2020, les MOB AIS-ASN sont obligatoires pour les marins professionnels naviguant seuls à bord des navires de pêche. La seconde catégorie de balises est conçue conformément aux exigences de la division 332 de la réglementation sur la sécurité des navires relative au DAMAS. Elle émet sur un réseau privé. Pour fonctionner, il faut installer à bord du navire une antenne réceptrice, une alarme visuelle et sonore, ainsi qu'une console de gestion des alertes et de localisation de l'homme à la mer. Lorsqu'elle est intégrée dans un EPI contre le risque de noyade, la balise se déclenche automatiquement en cas de chute à la mer. Elle émet un signal de détresse capté par le navire référent. Celui-ci connaît alors le cap à suivre pour rallier l'homme à la mer et sa position GPS en temps réel. Par ailleurs, il amplifie et relaie le signal de détresse autour de lui. Les autres navires à proximité, équipés du même système, reçoivent alors l'alerte et peuvent à leur tour participer au secours. Pour terminer, intéressons-nous au dispositif de repérage. Les balises fournissent une information assez précise de la localisation de l'homme à la mer. Mais le repérer à l'œil nu peut être difficile par mer formée ou dans l'obscurité. Dans ces conditions, une bonne visibilité est importante et l'utilisation d'accessoires de repérage peut faire la différence. Tout d'abord, privilégiez la haute visibilité. Nous vous conseillons de porter des vêtements et des équipements de protection individuels de couleur vive et pourvus de bandes réfléchissantes. Ensuite, pensez à vous équiper d'accessoires de repérage. Souvent proposés en option, ils peuvent être ajoutés aux EPI contre le risque de noyade pour augmenter la visibilité de l'homme à la mer. Intéressons-nous à la quatrième et dernière étape, récupérer l'homme à la mer. Le succès de la récupération d'un homme à la mer dépend de la bonne exécution d'un ensemble d'actions coordonnées entre tous les marins. Dans une situation d'urgence, la panique, l'absence de préparation, la méconnaissance de l'usage du matériel font perdre du temps,
entament les chances de survie de l'homme à la mer et sont une source potentielle de suraccident. L'improvisation n'est donc pas permise. À la manière des rôles d'appel en cas d'incendie ou d'abandon, déjà présents à bord de votre navire, nous vous conseillons de rédiger une procédure de récupération d'un homme à la mer. Elle indique les instructions que chaque marin doit suivre en cas d'accident. Placement, tâches à accomplir, matériel à mettre en œuvre et informations à transmettre. Elle doit également prendre en compte différents scénarios d'accident, état de conscience de la victime, manœuvrabilité du navire, conditions météo. Il est important que chaque marin ait connaissance de cette procédure, alors affichez-la dans plusieurs endroits du navire. Mieux encore, réalisez périodiquement des exercices pour qu'ils en maîtrisent tous les aspects. À l'issue de chaque exercice, un débriefing permettra de mettre en évidence les éventuels problèmes ou difficultés auxquels vos marins ont été confrontés. Compréhension de l'exercice, communication entre marins, connaissance du matériel, etc. Les difficultés relevées, consignées par écrit, permettront la mise en place de futures améliorations, l'achat de matériel supplémentaire ou la modification de la procédure de récupération. S'agissant des aspects matériels, la réglementation sur la sécurité des navires impose l'embarquement d'une drome de sauvetage dont les équipements, destinés à l'abandon du navire, peuvent aider à la récupération d'un homme à la mer. Cependant, ils n'y sont pas toujours adaptés et peuvent montrer leurs limites pour une récupération efficace. Nous vous conseillons donc de vous équiper de matériel complémentaire dont voici une petite sélection. Les matériels de sécurisation de l'homme à la mer. Il s'agit de radeaux de sauvetage individuels ou collectifs à largage manuel ou automatique en complément de la drome de sauvetage. Leur objectif est d'offrir à une ou plusieurs victimes conscientes un abri dans l'attente des secours. Les matériels de liaison entre le navire et l'homme à la mer. Il s'agit de lignes de jet combinées à une bouée ou de lance-amarre. Ici, l'objectif est d'établir et maintenir un lien entre le navire et une victime consciente et, le cas échéant, la remontée à bord. Les matériels de repêchage. Ils permettent de saisir l'homme à la mer, qu'il soit conscient ou non, et de le hisser à bord du navire. Pour les petits navires, il existe des dispositifs manuels tels que la gaffe de récupération. Pour les navires plus grands, on peut utiliser des cages de récupération dont la mise en œuvre se fait avec un auxiliaire de levage. Les matériels de remontée à bord. Il s'agit d'échelles rigides ou semi-rigides qui permettent à une victime consciente de remonter seule à bord du navire ou à l'inverse, à un membre d'équipage d'accéder à l'homme à la mer. Enfin, les drones d'assistance et de sauvetage, des engins nautiques ou aériens, encore au stade expérimental pour certains, pourront dans le futur apporter une aide précieuse pour faciliter le repérage de l'homme à la mer, lui apporter une aide à la flottaison ou le ramener à proximité d'un navire d'assistance. Ainsi s'achève la 4e et dernière étape de notre démarche de prévention de la chute à la mer. Merci de votre attention et rappelez-vous, en mer, la chute ne prévient pas. Donc vous constatez, il y a énormément d'informations. Donc comment vous allez pouvoir retrouver cette information? Eh bien, on a mis un dispositif de communication autour de cela à différents échelons. Donc dans un premier temps, bien sûr, donc, on a un dossier web qui a été créé spécifiquement pour cela. Dossier web que donc, vous retrouvez sur notre site internet, institut maritime de prévention.fr, dans lequel il y aura à la fois l'ensemble des vidéos que vous avez visionnées, qu'on vient de voir, et puis un certain nombre d'informations complémentaires dans le texte, j'ai envie de dire. Le dispositif de communication aussi s'étend à travers des newsletters. Donc là, avec notre partenaire l'ENIM, l'ENIM a diffusé, vous l'avez peut-être reçu si vous êtes abonné à leur newsletter, des lettres d'information à ce sujet-là. La communication aussi s'étend sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou YouTube. Si vous tapez le hashtag chute à la mer, il y a de fortes chances que vous tombez sur l'ensemble des publications que l'on fait à ce sujet. En plus du digital, il y a tout un volet de communication sur le terrain par la mise en place d'un kit de prévention. Donc ce kit de prévention que l'on a amené ici et que l'on a monté est constitué donc d'un présentoir, des affiches aussi qu'on a quelque part et les brochures. Donc on a bien une brochure pour chaque étape de prévention. Le présentoir a été augmenté. Qu'est-ce que ça veut dire augmenté? Ça veut dire qu'il a, avec une application qui s'appelle SnapPress, dont vous voyez un petit
le petit icône en haut à gauche, là, ce présentoir a la particularité de pouvoir vous diffuser directement les vidéos. Donc il suffit, c'est un peu comme un QR code, vous lancez l'application sur votre smartphone. Donc c'est une application qui est téléchargeable sur Android ou sur iOS, comme vous voulez, et en fait qui vous permet simplement en scannant ce présentoir eh bien, de voir chacune des vidéos disponibles et donc de les lancer directement sur votre smartphone. Ces kits de prévention ont été proposés à un certain nombre de partenaires que pour la plupart ils ont accepté d'installer chez eux. Donc au jour d'aujourd'hui, on a distribué 96 points de contact en métropole et dans l'outre-mer. L'objectif étant de toucher les marins directement sur leur lieu de passage. Donc les partenaires, ils sont assez divers, hein. On retrouve les services sociaux maritimes, on a les services de santé des gens de mer, les comités des pêches, les comités locaux, régionaux ou départementaux, les établissements de formation, que ce soit les lycées professionnels maritimes ou les CFPPA par exemple, la DIR, les DML et aussi les NIM. Donc on espère, on était parti sur un volume total de 150 points de contact. On pense que d'autres vont venir se greffer au fur et à mesure. Mais l'objectif est de pouvoir diffuser au maximum ces kits de prévention sur le terrain. Quelques exemples déjà de gens qui ont installé ce kit de prévention directement soit dans leur salle d'attente, par exemple ici le SSM de Cherbourg, le comité des pêches d'Erquy, Erquy ou Paimpol, je sais plus, Erquy, ou le lycée professionnel Guilvinec, les services santé des gens de mer de Paimpol. Donc c'est plutôt satisfaisant et on espère qu'on va pouvoir installer ce kit le plus largement possible. De façon complémentaire également est prévu cette année des journées de sensibilisation et d'information. Nous avons fixé 4 lieux, les dates ne sont pas encore fixées, mais on a défini au moins les lieux où auront lieu ces informations. Donc ce sera au Guilvinec pour la Bretagne, à Cibourg pour la région sud-ouest, Boulogne pour le nord et Sète pour la Méditerranée. Donc les dates ne sont pas encore fixées, mais dès qu'elles le seront, si vous êtes abonné à la newsletter de l'IMP ou si vous allez souvent nous consulter, les dates vont bientôt être mises en ligne. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation de ce dispositif de campagne. En mer, la chute ne prévient pas.